voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est donc un nouveau voyage extraordinaire dans le monde des sciences que nous invite cette émission. Des chercheuses, des chercheurs de tous horizons y sont invités pour nous parler de leurs travaux, de leurs recherches, de leurs enseignements, pour nous dévoiler leurs motivations, leur cheminement, les rencontres qui les ont fait avancer. Je suis donc avec Jean-Louis Coatrieux. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Félix. Qui est aussi un homme de science de renommée internationale, reconnu pour ses travaux en imagerie médicale, en modélisation des systèmes complexes et intelligence artificielle. Pour ce voyage, nous recevons Philippe Davy. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, Philippe Davy, directeur de recherche au CNRS, auparavant chercheur de géosciences. Alors, on reviendra peut-être sur les dénominations, Géosciences qui est de Rennes, qui est le laboratoire pluridisciplinaire des sciences de la Terre et de l'environnement. Donc voilà, vous allez nous parler de votre parcours de formation, de vos activités actuelles dans cette émission Voyage extraordinaire dans le monde des sciences. C'est une émission de Radio Laser, créée par Jean-Louis Coatrieux, diffusée par Radio Laser, évidemment, en collaboration avec le site web culturel breton Unidiver. Voilà, je te laisse la parole, Jean-Louis. Écoute, merci Félix pour cette introduction qui est toujours un petit peu magique. Et donc, bonjour Philippe, bien sûr. Oui, bonjour à tous. Nous avons la chance là d'avoir quelques jeunes amis qui vont nous écouter d'abord et puis peut-être nous questionner tout à l'heure. Voilà, quand on disait que c'est aussi à l'adresse, et surtout même d'ailleurs à l'adresse des jeunes, on a une bonne occasion allons essayer aujourd'hui. de leur montrer qu'on peut être passionné par un certain nombre d'activités en recherche. Alors c'est un petit peu particulier aujourd'hui parce que nous voulions rendre hommage à un collègue qui a été aussi un ami, qui était très proche d'ailleurs de Philippe Davy, et que moi j'ai côtoyé pendant quelques années au conseil d'administration de Rennes 1. T'as un grand monsieur, un grand chercheur, un esprit curieux, un esprit aussi entrepreneur dans la recherche, qui s'appelle Jean-Pierre Brun. Alors Philippe, je crois que dédier cette émission à Jean-Pierre Brun nous fait plaisir à tous les deux. Tu as travaillé longtemps avec lui. Si tu peux nous en dire quelques mots. Oui, Jean-Pierre Brun était un ami et qui a beaucoup marqué le début de ma carrière. C'est le plus brillant des scientifiques, sans doute, ou l'un des plus brillants des scientifiques bretons dans sa carrière académique. Comme géologue, il doit être... Alors, les classements des chercheurs, c'est pas forcément quelque chose de très agréable, mais il est parmi les personnalités qui ont compté. C'était quelqu'un qui avait une formation de mécanique au départ. Il avait fait un IUT, et puis après, il s'est intéressé aux sciences de la Terre, et ça a été l'un des premiers à développer la modélisation expérimentale à partir de sable, de pâte à modeler, etc., pour modéliser les continents. Il a travaillé sur plein de sujets. Il a travaillé sur l'Hercynien de Bretagne, il a travaillé sur l'Archéen de Finlande, il a travaillé sur la Méditerranée. Il a fait beaucoup de choses sur la tectonique de la Méditerranée. Il a fait de l'expérimental, comme je disais, mais beaucoup de terrain. Et surtout, il avait cette capacité, en fait, à trouver des modèles explicatifs qui étaient quasiment de la poésie, quoi. Et il écrivait beaucoup. C'était quelqu'un, en plus, qui était curieux, largement au-delà de son domaine. Donc Jean-Pierre, c'est la forte personnalité, donc je crois qu'on peut dire, dans les 10 dernières années de l'université, c'est sûr. Alors moi, je l'ai retrouvé dans des discussions qui étaient des fois un peu administratives, mais c'est vrai qu'on partageait cette même envie de faire.
de découvrir, d'entreprendre, d'ouvrir de nouvelles voies, et donc de croire finalement tout simplement à la recherche et à ce qu'elle peut nous apporter demain. Nous n'étions pas dans le même domaine, et pourtant nous parlions le même langage. Ça, c'était quelque chose qui est très fort pour moi et qui était très fort pour lui. Alors, on a parlé de tectonique des plaques. On va peut-être y revenir. On va peut-être y revenir tout à l'heure quand on va essayer de mieux comprendre ces sciences de la Terre. Mais tu as parlé de la formation de Jean-Pierre Brun en disant qu'il était passé par un IUT, qui est une voie qui n'est pas toujours considérée comme étant la grande voie. On a eu ici, Félix, un certain nombre d'invités qui ne sont pas passés par les voies royales de classe spéciale après le baccalauréat, qui ont pris des fois des chemins un peu compliqués et qui ensuite se sont passionnés pour quelque chose, ce qui leur a permis d'ouvrir de nouveaux chemins et de faire des carrières souvent remarquables. Tu pourrais peut-être, excuse-moi Jean-Louis, donner par exemple le nom de notre chirurgien. J'en parlais avec Philippe Verroy. Oui, bon, Jean-Philippe Verroy, qui est un des grands chirurgiens cardiaques de Rennes, du CHU de Rennes, qui lui a bifurqué à un moment donné, pendant ses études au lycée, vers des filières complètement professionnelles, et qui a rencontré des professeurs qui ont été capables de détecter qu'il avait quelque chose qui pouvait s'exprimer différemment, et donc ils l'ont remis dans une voie plus générale. Mais on a eu aussi, si tu te souviens, Bruno Arnaldi, oui, absolument, un grand nom de la réalité virtuelle à Rennes, qui lui aussi est passé par des filières professionnelles avant de faire des choses magnifiques en réalité virtuelle à Rennes. Donc ça montre que tous les chemins ne sont pas écrits d'avance, qu'on peut trouver des voies. Il suffit parfois de rencontres, et je sais que Félix est très attaché aux rencontres avec des professeurs qui des fois jouent un rôle considérable dans l'avenir des jeunes. Absolument. Alors, on va revenir à toi, justement. Alors, d'où viens-tu ? Alors, moi, je viens d'un petit village qui est des Côtes-d'Armor, qui s'appelle Plestin-les-Grèves. Et j'ai passé toute ma première scolarité jusqu'au collège à Plestin-les-Grèves, dans des classes où il y avait un professeur pour 3 classes. Enfin, c'était vraiment les petites structures. Et puis après, j'ai fait une transition 1 an à Rennes, où je me suis retrouvé dans enfin, c'était en primaire, où là, il y avait 7 classes de CM2, donc ça changeait complètement, au lieu d'avoir... par rapport à Plestin-les-Grèves, c'était très différent. Puis après, j'ai fait le collège et lycée à Lannion. Et après, j'ai fait les classes préparatoires. Là. Quand tu citais les classes préparatoires, je fais partie de ce système. Et j'ai fait les classes préparatoires simplement parce que je savais pas quoi faire. J'étais bon en maths, j'étais bon en physique, et donc c'était la voie qui permettait de pas choisir en fait. Et après j'ai fait Normal Sup toujours pour pas choisir en fait. Ce genre de choses parce que je savais pas ce que je voulais faire. Et puis un jour j'ai eu une conférence de quelqu'un qui s'appelle Courtillot. Ah oui. Vincent Courtillot, qui était le collègue de Claude Allègre, à l'époque, directeur de l'IPG Paris. Et il était venu à l'école normale supérieure, il nous avait fait une conférence sur les trappes du Décan. Les trappes du Décan, c'est... je m'en rappelle encore, hein, puisque c'était dans les années 80, c'était quand même il y a un moment. Mais les trappes du Décan, lui était paléomagnéticien et il mesurait le champ magnétique sur les laves volcaniques. Et le champ magnétique, régulièrement, s'inverse. Donc, comme ça, on peut savoir en combien de temps se sont mis la pile volcanique, puisque le volcan, en fait, la lave qui arrive se fige, et en figeant, fige aussi le champ magnétique de l'époque. Et donc, il avait montré qu'il y avait plus de 1000 mètres, je ne sais plus les chiffres exacts, mais une quantité énorme de lave qui était arrivée en très peu de temps. Et forcément, lui, il en a déduit que les pauvres dinosaures n'avaient pas survécu à cet épisode-là.
Et pendant toute sa vie, il s'est battu sur une autre théorie qui était la théorie de la météorite qui tombe au Mexique. Et en disant que sa théorie à lui était la bonne. Et donc cette controverse scientifique qui anime toujours un peu nos débats et qui fait que la vie de chercheur est vraiment très agréable, est née en fait en même temps que ma passion pour la géophysique. Et bon, je crois qu'il a perdu. Hein. À la fin, c'est plutôt la météorite qui a gagné. Mais n'empêche que c'était très très intéressant. Et là, on voit en fait déjà tout le début des sciences de la Terre, parce qu'il y a le champ magnétique qui est créé parce que l'intérieur de la Terre est fluide. Et c'est fait de la convection. Il y a toute une partie qui est fluide, qui convecte et qui crée le champ magnétique, avec des grandes questions qui sont pas résolues encore à l'époque. Il y a les conséquences de l'activité terrestre sur la vie, qui sont aussi une des grandes activités des sciences de la Terre. Enfin, il y avait déjà tous les prémices de la richesse et la diversité des sciences de la Terre. Alors, on va justement y arriver parce que je ne suis pas sûr que nous connaissions réellement ce qu'il y a derrière les sciences de la Terre. Et donc, je crois qu'on peut peut-être essayer déjà de faire un paysage. Oui, c'est important parce que maintenant, on parle de sciences de la Terre au collège. Moi, quand j'étais au collège, on parlait de géologie seulement. Et donc, c'est un élargissement de la géologie. Ce n'est qu'une toute petite partie, je suppose, de... Alors, est-ce qu'on utilise encore ce mot, d'ailleurs ? Oui, il est utilisé, bien sûr. C'est un mot qui est utilisé. En fait, ça veut dire la même chose. Hein. Oui. Géologie, c'est du grec, et voilà, et sciences de la Terre. Mais c'est à peu près la même chose. Mais forcément, les mots sont un peu toujours connotés, et certains pensent que la géologie, c'est un peu ancien, que les sciences de la Terre, ça fait plus moderne. Pour moi, ça importe peu. Oui, en fait, ça c'est... Mais ce qu'il faut se voir... Ce sont des branches qui se sont créées, en fait. Non, c'est le même mot qui désigne la même chose, en fait. La seule différence... Mais peut-être qu'on va en revenir à ça, c'est que actuellement, les sciences de l'environnement, et il y a une très très grande conscientisation en fait sur l'environnement qui est faite, et beaucoup d'activités de recherche qui se sont réorientées vers ça. Les sciences de l'environnement sont aussi devenues une extension de la géologie, et c'est peut-être pour ça maintenant qu'on appelle ça sciences de la Terre. Je crois que c'est la dimension un peu environnement qui a changé. Mais pour revenir sur la géologie, en fait, la géologie, la grande partie de la géologie qui est comment fonctionne le système Terre, elle est née en 68, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, avec l'émergence de la tectonique des plaques. Avant la tectonique des plaques, on pensait le monde comme étant un monde très statique. Et avec la tectonique des plaques, on a redécouvert beaucoup de choses. On a redécouvert pourquoi il y avait des continents, pourquoi il y avait des océans à cet endroit-là, comment les océans se créaient, quelles étaient les conséquences sur l'apparition de la vie, par exemple, puisque quand il y a des océans, c'est difficile pour un animal de traverser l'océan. Donc le fait d'avoir des continents qui bougent, de créer des passerelles, etc. Et c'est aussi toute la dynamique interne de la Terre qui a été modifiée, en fait, dans la compréhension. Ben alors on parle quand même de géomorphologie, de pédologie, de pétrologie, de géodésie dans votre domaine. Donc, que signifie... comment on pourrait faire un tableau qui compréhensible, je dirais, derrière... les activités de la science de la Terre. Je me posais la question avant, parce que tous ces mots, c'est... Alors, déjà, plusieurs choses. Il y a géo, qui est toujours... qui désigne l'objet sur lequel on travaille. Et après, il y a souvent des techniques qui sont derrière. Donc, géophysique, c'est plutôt des gens qui mettent des capteurs physiques pour observer la Terre. Géochimie, vous avez compris. C'est des gens qui sont des chimistes et qui vont regarder la Terre via leurs instruments géochimistes. Géomorphologie, ça c'est encore autre chose, parce que la géomorphologie, c'est l'étude des formes du relief, qui était très longtemps d'ailleurs l'apanage des géographes et pas des géologues, et qui est devenue une discipline très très active dans le domaine des sciences de la Terre, et qui est la manière dont les reliefs se font. Donc c'est vraiment l'interface entre la Terre telle qu'elle est et l'atmosphère qui est au-dessus, comment les rivières creusent des canyons, etc. Géodésie, si on reprend les exemples que tu as donnés, juste pour reprendre cette liste-là,
Géodésie, c'est nouveau, c'est l'apparition des satellites qui ont permis en fait de faire une mesure via les satellites en fait d'un certain nombre de paramètres de la Terre, pas simplement la forme, mais aussi la gravité terrestre, le champ magnétique terrestre, tout ça. Donc les disciplines sont souvent associées à des techniques. Après, sur le cœur des métiers, il y a beaucoup de gens qui travaillent soit sur la Terre interne. Donc la Terre interne, la Terre, vous savez, est divisée en une première couche. Donc il y a la surface sur laquelle on est. En dessous de nous, il y a la croûte qui fait à peu près 30 km en général d'épaisseur et sous les chaînes de montagne qui est plus épaisse, 60-70 km. En dessous, il y a le manteau terrestre qui bouge. Comme ça chauffe à l'intérieur, c'est vraiment la cocotte minute. Donc à l'intérieur, ça bouge. Et c'est parce qu'il bouge qu'on a cette fameuse tectonique des plaques, les océans qui se créent. Et en dessous, on a le noyau terrestre, avec une partie solide et une partie liquide. Donc la partie liquide convecte et crée ce champ magnétique terrestre. Donc ceux qui travaillent sur la Terre interne, ils sont à peu près par domaine, comme ça. Et puis ensuite, il y a des gens maintenant, je crois que la deuxième révolution des sciences de la Terre, ça a été de s'intéresser en fait à la partie sur laquelle on vit, c'est-à-dire en gros les 100 à 200 premiers mètres, qui sont très importants pour chercher alors pas simplement des minéraux, mais des métaux, qui sont très, très importants pour l'eau qui y est, c'est-à-dire comment la gestion de la ressource, la gestion du sous-sol comme lieu. Enfin, il y a des tas d'applications et qui sont beaucoup développées dans les 10-15 dernières années. Alors, c'est directement en prise avec beaucoup de questions d'actualité. La sismologie, par exemple, tout le monde sait de quoi il s'agit. La vulcanologie, tout le monde le sait aussi. Et puis, là, on vient de parler des ressources de la Terre. Quelque part, quand même, on s'intéresse beaucoup à l'espace, aux planètes, aux galaxies, etc. Est-ce qu'on peut dire que la Terre est encore une inconnue ou... je crois qu'on peut, on peut dire que c'est la grande terra incognita, c'est l'intérieur de la Terre. C'est l'intérieur de la Terre. Je prends juste un exemple. Moi, je travaille beaucoup sur l'eau souterraine. Et pour exploiter l'eau souterraine, on creuse des puits. Savoir ce qu'il y a sous nos pieds, même à 10 mètres, voire à 100 mètres, et encore moins à 1000 mètres, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas avec le degré de précision qu'il faudrait pour pouvoir exploiter vraiment les choses. Les seuls qui ont mis vraiment le paquet pour connaître ça, c'est les pétroliers, parce qu'eux, ils avaient besoin en fait d'exploiter des grands réservoirs, donc ils ont fait de la sismique, ils ont fait vraiment de l'échographie de la Terre, comme tu peux connaître toi en médecine. Voilà. Ils ont fait de l'échographie qui coûte d'ailleurs des fortunes, mais pour le reste, la Terre, on la connaît. On connaît grossièrement, mais pas suffisamment en fait pour beaucoup d'applications. Donc il y a encore... Donc c'est la grande inconnue. L'autre chose que j'ai oublié de mentionner sur les sciences de la Terre, c'est que les sciences de la Terre interviennent beaucoup sur tout ce qui est risque tellurique, le risque associé. Oui. Donc on a les séismes, pour lequel la question de la prédiction reste encore une question complètement ouverte. Il y a la question de la volcanologie, il y a la question des glissements de terrain, il y a la question des tsunamis. En fait, tout ça, c'est des risques qui sont associés en fait au mouvement de la Terre. Et il y a beaucoup d'équipes qui travaillent beaucoup sur ce qu'on appelle la partie aléa. C'est-à-dire la partie aléa, c'est quelle est la probabilité pour qu'un jour un séisme arrive, etc. Et après, la partie risque, c'est au moment où l'aléa arrive, comment ça impacte en fait les gens qui vivent autour. Donc ça a d'autres dimensions que simplement la dimension. Ouais, on va y revenir tout à l'heure, parce que je pense que parmi les travaux que vous avez faits, il y a justement les inondations. Oui. Alors, là, on est directement en prise avec des problèmes de société. 95.9 FM, c'est Radio Laser. Maintenant qu'on voit un petit peu plus clairement ce que sont les sciences de la Terre, qu'est-ce qui se fait à Rennes ? Est-ce qu'on traite toutes ces questions-là, ou est-ce que il y a des axes préférentiels, parce que c'est une grosse structure. Oui, Rennes, c'est un laboratoire de 200 personnes.
Donc c'est le 6, je ne sais pas, il est dans les 6-7 plus gros laboratoires en France, en sciences de la Terre. Comme beaucoup de laboratoires en France, il a eu une orientation vers l'environnement récente, je dirais, qui date à peu près du passage à la direction de Jean-Pierre Brun à moi-même. Donc à ce moment-là, en fait, on a un peu modifié les thématiques. Donc les thématiques historiques, j'allais dire, de géosciences, c'est tout ce qui est géologie. Au départ, c'était la géologie de la Bretagne. Il y a beaucoup de choses à dire sur la géologie de la Bretagne. Après, avec Jean-Pierre Brun, Pierre Choucroune, ça s'est étendu à vraiment au concept de tectonique, géologie structurale, c'est-à-dire vraiment comment les chaînes de montagnes se forment, comment les granites se forment, comment les plutons se forment, avec beaucoup d'activités dans les Alpes, les Pyrénées, Massif central. Donc ça, c'était vraiment la partie historique, avec un gros développement de ce qu'on a appelé la tectonique expérimentale, qui est le fait de faire des maquettes en labo qui représentent des phénomènes géologiques et qui permettent d'avoir une meilleure compréhension de ces phénomènes. Donc Jean-Pierre a été vraiment un des animateurs très forts de cette thématique et je l'avais accompagné au début de ma carrière. Donc là, on retrouve encore toute une équipe là-dessus et avec, à l'époque, quand je suis arrivé, le directeur de l'époque avait recruté quelqu'un qui venait de Taïwan, Bormin Jam, qui est aussi décédé très récemment, et qui avait monté un laboratoire de géochimie avec d'autres collègues, comme Philippe Vidal, par exemple. Et donc la géochimie rennaise, c'est-à-dire l'étude à la fois de l'histoire de la Terre, de sa composition, par le biais de la mesure chimique, a été aussi active. Donc ça, c'est une partie qui est du laboratoire qui est bien restée. Et puis, s'est développée une deuxième partie sur 3 axes, en fait. Une partie qui est sur la géomorphologie, donc l'étude des reliefs, comment les reliefs se font, et les inondations font aussi partie, parce que les reliefs se font beaucoup, en fait, par l'écoulement des rivières, donc avec les conséquences comme inondation. Une deuxième partie sur tout ce qui est l'eau dans le sous-sol, l'eau et les contaminants qui se déplacent dans le sous-sol. Autre question importante aujourd'hui. Autre question importante, avec plein d'aspects sur lesquels je travaille beaucoup, donc on y reviendra certainement. Et avec des jeunes collègues qui sont vraiment très très bons dans le domaine. Et une troisième partie qui est sur la géochimie, mais de la géochimie de surface, dans lequel là ils ont des programmes extrêmement intéressants, par exemple sur les nanoplastiques, vous savez, qui polluent... là on touche aux polluants. Alors. On touche aux polluants, et alors on touche à la réactivité, ils sont très très forts sur les aspects de réactivité des minéraux, donc c'est comment... Les polluants que l'homme arrive, en fait, réagissent, se stockent dans le sol ou se déstockent. La question des nitrates est aussi posée. Et ces questions de nanoplastiques qui se déplacent. Donc, en fait, les domaines, c'est ça. Des domaines très géochimie environnementale, environnement et terre interne. 95.9 FM, c'est Radio Laser. Vous êtes à l'écoute de Voyages extraordinaires dans le monde des sciences et Jean-Louis Coatrieux et moi-même sommes avec Philippe Davy, notre invité d'aujourd'hui qui nous parle alors de géosciences. Géosciences, qui est le pire des mots puisque c'est un mélange de grec et de latin. Oui, exactement. Alors, il y a Géosciences à Rennes, il y a aussi une structure qui est un observatoire, qui est l'OSUR. Alors, le lien entre les deux, est-ce qu'on peut avoir une clarification des... Oui, l'OSUR, c'est l'équivalent d'une faculté. Donc, c'est vraiment comme la fac de physique, la fac de maths. Et en fait, ces observatoires ont été voulus par le CNRS et surtout l'Institut national des sciences de l'univers, sur le modèle de l'Observatoire d'astronomie de Paris, par exemple, pour couvrir l'ensemble des sciences de la Terre et de l'environnement et de l'espace. Parce que l'Institut national des sciences de l'univers regroupe 4 divisions. Une qui est sciences de la Terre, l'autre qui est sciences de l'océan et de l'atmosphère. Non, ça fait 3 divisions. Et une qui est en astronomie et astrophysique. Donc ça va de l'astrophysique aux sciences de la Terre. Et donc l'INSU a créé ces observatoires et a demandé à Rennes qu'on crée cet observatoire. Alors nous, on n'avait pas d'astronome sur Rennes. Donc l'observatoire, on l'a créé
avec évidemment le laboratoire Géosciences Rennes, mais aussi avec le laboratoire d'écologie qui s'appelle Ecobio, qui est juste à côté, et avec des unités de l'INRA qui travaillaient, eux, beaucoup sur le problème des nitrates, les relations entre agriculture et environnement. Donc il y a un ensemble, il y a une partie du laboratoire de physique, l'Institut de physique de Rennes qui est aussi dedans, et il y a maintenant plusieurs autres laboratoires qui ont rejoint cet observatoire. Donc l'observatoire, ça doit être 400 chercheurs, donc c'est beaucoup plus gros en fait que Géosciences. En fait, ça montre que les sciences de la Terre sont aussi en interaction avec plein d'autres domaines. On a parlé de l'environnement, on a parlé de la chimie, on a parlé de... Donc c'est aussi une certaine pluridisciplinarité qui s'exprime à travers ça. Et alors, en allant du micro, enfin, je veux dire, de la Terre à l'univers, là, c'est un saut considérable quand même. Donc, tout ça peut arriver à se retrouver quelque part et à se comprendre. Alors, on se retrouve, en fait, on se comprend quand on se côtoie. Donc, déjà, ça, c'est la première chose. Et j'ai beaucoup côtoyé les astronomes. Donc, sur certains points, on se comprend très bien. Il faut voir que la partie planétologie, c'est-à-dire l'équivalent de l'étude des sciences de la Terre, mais sur les différentes planètes, Mars et compagnie, font partie, en fait, des sciences de la Terre. Donc, il y a vraiment là une interaction très forte sur cet aspect planétologie, puisque les méthodes sont à peu près les mêmes. J'ai un chercheur que je côtoie beaucoup, Philippe Lenunay, par exemple, a été le premier à envoyer un sismomètre sur Mars pour voir s'il y avait des tremblements de terre sur Mars. Alors, il va dire que oui, mais ce sont des révolutions. Donc ça, c'est très, très fort. Et puis après, la définition de l'Institut national des sciences de l'univers, c'est de travailler de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc l'infiniment petit, c'est tout ce qu'on fait sur les atomes, la minéralogie, etc. L'infiniment grand, c'est l'univers. Et quelquefois, toi qui as travaillé sur les systèmes complexes, beaucoup de théories en fait, des systèmes complexes sont passées ou ont été créées en astronomie, astrophysique, ou en sciences de la Terre, ou en physique ou en mathématiques, et percolent dans les autres domaines. Donc, dans les autres domaines, absolument. Donc la théorie nous lie. Oui, parce que j'ai été impliqué dans la création d'une action pluridisciplinaire, justement, qui s'est intitulée Système complexe, et avec l'idée de dire que dans beaucoup de champs de connaissances, en fait, on était confronté à des mondes qui s'exprimaient justement du nano vers les très, très grandes dimensions, et avec des approches et des regards qui étaient peut-être proches, mais aussi peut-être différents, et que finalement on pouvait s'enrichir les uns et les autres à travers ces regards, ces différents regards. Et donc on retrouve évidemment ça, comme tu l'as dit, dans toutes les disciplines. J'ai pris ta suite parce que j'ai créé à Rennes le réseau interdisciplinaire des systèmes complexes, exactement, dont l'acronyme était RISC, ce qui était intéressant parce que je pense qu'on prenait pas beaucoup de risques, mais au contraire, on était là pour s'enrichir. Mais alors moi, je reviens à une question alors basique. Oui. Vos rapports donc avec la géographie, les géographes, parce que bon, c'est le mot qui nous est le plus familier, nous. La géographie, la géologie, en principe, ça devrait être la même chose. Parce que graphe, c'est simplement l'observation. Logos, c'est la science. Je veux dire, on fait de la science avec l'observation. Bon, le domaine qu'on s'est partagé, voire sur lequel on a combattu, parce que quelquefois, il y avait des tensions entre les différentes communautés, c'est vraiment la géomorphologie, c'est-à-dire l'étude des formes du relief. Donc, c'est qui n'est qu'une petite partie de la géographie. La géographie a aussi des composantes sociales qui sont différentes. Économiques et tout. Oui. Et là, on est sur... alors c'est intéressant dans l'histoire des sciences, parce qu'on est vraiment sur une problématique qui est très culturelle. Les géographes sont formés dans les facs de lettres. Oui. Les géologues sont formés dans les facs de sciences. Et ils se confrontent sur la manière dont ils voient les systèmes. Donc forcément, les modèles des géographes sont beaucoup plus littéraires, les modèles des géosciences sont beaucoup plus physiques,
Et il y a des possibilités d'enrichissement, hein, c'est clair, mais il y a aussi des possibilités de conflit, parce qu'on n'a pas les mêmes explications pour les mêmes choses. Et puis ce fait, oui, que je crois que c'est spécifique à la France, que la géographie soit rattachée plus à l'histoire qu'aux sciences. Oui, alors dans les pays anglo-saxons, effectivement, la géographie est plus dans les sciences, mais il y a quand même une différence entre la géophysique et la géographie. Il y a quand même une culture qui est différente. Ouais. La géographie américaine a été beaucoup enrichie par des approches ingénieurs. Donc là, elle se rapproche beaucoup plus de ce qu'on fait actuellement. Mais oui, bon, je pense que le côté technique, je crois que ce qui est intéressant dans l'évolution, je trouve, de la science, c'est que peut-être que les approches techniques deviennent de plus en plus fortes. Hein, c'est sûr qu'on fait de plus en plus de modèles, etc. Mais aussi de plus en plus accessibles parce qu'on a la possibilité, même si on n'a pas la culture, d'avoir des outils. Donc peut-être que tout ça va disparaître dans les prochaines années. Alors, là, on vient de définir à peu près le champ, hein, à la fois du domaine, mais aussi de ce qui se fait à Rennes. On peut aller plus précisément maintenant vers ce qu'on appelle un laboratoire commun, qui est un partenariat, en fait, sur une durée définie, et qui s'appelle en l'occurrence Fractory. Donc, alors, je vais peut-être te donner le mot n'existe pas en fait en anglais. le mot a été créé par mon fils, qui lui est cinéaste de profession, donc rien à voir. Ah, c'est un joli mot, hein. Ouais. En fait, ce qui se passe, pour reprendre un peu d'historique, dans ma carrière, j'avais commencé avec la tectonique, donc j'avais travaillé par exemple sur la collision entre l'Inde et l'Asie, qui a créé le Tibet, tout ça, des grandes choses aussi compliquées que poétiques. Et puis après, j'ai bifurqué vers plus d'environnement. J'étais à l'initiative avec quelques autres de la création de cette grande composante environnement qui maintenant est très importante à Géosciences Rennes. Et donc j'avais travaillé sur deux domaines, un domaine qui est la géomorphologie et un domaine qui est l'hydrogéologie, notamment dans les milieux fracturés. Et comme quand j'ai fait l'ENS, l'école normale supérieure, je l'ai fait en physique théorique. Donc je suis un théoricien de formation. Et donc je travaille beaucoup sur les modèles qui permettent de décrire la Terre et de prédire, ça on en reparlera peut-être, mais les modèles de prédiction qui permettent d'anticiper des évolutions futures. Donc sur une des thématiques, qui est la thématique associée au stockage des déchets nucléaires, j'ai beaucoup travaillé avec d'anciens étudiants qui ont été embauchés par une compagnie qui s'appelle Itasca, qui se trouve à Lyon. Et on a travaillé pendant 10-15 ans comme ça, ensemble, sur la question de la sécurité de ces sites d'enfouissage des déchets nucléaires, et en particulier la question qui est de savoir prédire où iraient les polluants si jamais il y avait une fuite dans les colis qui sont déposés dans le sous-sol. Donc pour faire ça, on a fait des modèles. On a travaillé chez les Suédois alors on travaille en Suède, en Finlande et au Canada, et pas chez les Français. Et l'une des raisons... Alors, la raison principale, c'est que ce sont des milieux géologiques très différents. Les Français choisissent de stocker dans l'argile. Les Suédois n'ont pas d'argile ou pas beaucoup dans leur domaine, donc ils choisissent de stocker dans la roche qu'on appelle cristalline, les granites, enfin tout ce genre de roches. Dans ces granites sont à peu près étanches, sauf qu'il y a des fractures. Et les fractures, c'est tous les petits trous par lesquels l'eau peut s'écouler. Donc la modélisation du milieu, savoir où partent les contaminants, demande d'abord d'avoir une bonne modélisation des réseaux de fractures. Et les fractures, ça va du millimètre à la centaine de kilomètres. Donc c'est vraiment sur une gamme très large de choses. Ce sont les fractures qui donnent les tremblements de terre. Enfin, ce sont c'est un processus, parce que c'est pas un objet, enfin c'est à la fois un objet et un processus, mais la fracturation est un processus extrêmement important. Mais il y a des milieux qui ne sont pas fracturés Ou ils sont tous fracturés d'une certaine manière? Non, tout n'est pas fracturé, mais on voit des fractures à peu près partout.
C'est pas, là, je réponds pas à ta question, mais en gros, c'est ça. Mais tout n'est... Non, il y a quand même des choses qui restent intactes. Le principe d'une fracture, c'est que quand une roche casse, ça relâche en fait les contraintes, et donc ce qui est à côté est tranquille. Donc, on va pas se refracturer. C'est à peu près le principe. Donc, j'avais travaillé avec ce laboratoire, et puis, à un moment, la société avec laquelle je travaillais, Itasca, est aussi spécialisée dans les modèles numériques, les softwares, les logiciels, pour faire des calculs de géomécanique. Ce qu'on appelle la géomécanique, c'est est-ce que la roche est dure, est-ce qu'elle va supporter le creusement d'un tunnel, est-ce que ça va pas s'effondrer. Donc ils ont vraiment une très très grosse expertise là-dessus. Et du coup, on a décidé, pourquoi pas faire de la recherche ensemble. Et on a créé ce laboratoire commun pour faire de la recherche avec une partie privée, une partie publique. Un des intérêts de cette association, toi tu es très sensible à ça, ce sont le devenir des étudiants, par exemple. Les étudiants qui ont fait une thèse ne peuvent pas tous rentrer dans le monde académique. Et donc, on en a embauché comme ça. On a donné toute une série de thèses et on en a embauché 2 dans la structure privée, parce que les contrats dans la structure privée sont beaucoup plus faciles. Donc, on a créé ça, c'était sur les fractures. Et mon idée derrière, en plus des fractures, c'est de dire qu'il y a un potentiel dans les laboratoires de recherche énorme pour valoriser en fait toute la connaissance qu'on a. Et donc au départ, je me disais, c'est comme une usine dans laquelle on valorise les gens qui sont vraiment intéressants. Donc j'avais utilisé le mot crack. Le crack étant en français... Ça a d'autres connotations. Étant une personne brillante. Et puis crack, en anglais, c'est aussi la fracture. La fracture se dit crack. Donc j'avais dit que c'était la Crack Factory. Et on m'avait accusé de faire du Breaking Bad, c'est-à-dire le type qui fabrique de la drogue dans son coin. Du coup, le Crack Factory était assez rigolo. Mais on a fini par le remplacer par le fractory qui mélangeait les fractures et la factory. Voilà, c'est un mot valise en quelque sorte. Valise, mais qui n'existait pas. Donc il a sa poésie aussi. Absolument. Tout à fait. Et en plus, j'ai été très longtemps considéré comme l'un des spécialistes des fractales. Les fractales, ce sont les figures assez bizarres, assez complexes dans les sciences de la Terre. Et donc, dans Fractory, il y avait ça commençait un peu pareil. Donc, en fait, c'était un mot qui regroupait pas mal de références que j'avais dans mon métier. Non, là, on vient d'aborder des sujets qui sont très, très importants. Là. Donc, le stockage des déchets nucléaires fait partie des grandes questions, effectivement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui va être pollution, l'eau. On va revenir à l'eau, forcément, parce que dans des fractures, l'eau s'écoule et on la perd quelque part, d'une certaine manière. Donc, le laboratoire commun s'intéresse à des sujets qui sont assez diversifiés ou plutôt ciblés sur, je parle en termes d'application, là, comment on... Alors, le laboratoire commun... Quand on lui a donné une définition, donc avec ma collègue de Itasca, Caroline Darcel, on lui a donné une définition relativement large qui était sur notre capacité à modéliser les processus liés à la Terre et à l'environnement. Donc c'était vraiment sur cette partie. Il y avait une partie aussi du monitoring et de la modélisation. Donc le titre générique du laboratoire commun, c'est monitoring et modélisation des processus environnementaux, je ne sais plus comment ils s'appellent exactement, mais c'était ça l'idée. On peut définir peut-être les mots, la monitoring, qu'est-ce que ça signifie ? Monitoring, c'est Alors, on n'y travaille pas beaucoup, mais quand même, c'est la capacité qu'on a à mettre des capteurs pour suivre ce qui t'intéresse. Alors, ce qui t'intéresse, si tu veux suivre la concentration chimique d'un élément à l'intérieur de la Terre, tu peux développer des capteurs pour le faire. Si tu veux suivre les déformations... de la Terre suite à, je sais pas, une expérience de creusement. Enfin, c'est tout ce qui est vraiment mis en place de capteurs pour suivre les évolutions du système Terre. On n'a pas beaucoup d'activité là-dessus. On a surtout mis de l'activité sur la partie modélisation. Et la différence avec ce qu'on peut faire ou ce que j'ai fait dans le passé,
Dans le passé, j'ai fait aussi beaucoup de modélisation, ce sont des outils, mais la modélisation, elle a deux fonctions. Elle a une fonction qui sert à comprendre, donc on fait des petits modèles, et si on voit que le modèle reproduit l'idée qu'on avait en tête, on se dit « Ah, j'ai commencé à comprendre comment le système fonctionne ». Mais là aussi, une application qui est dans la prédiction. Alors la modélisation, il s'agit de modèles mathématiques. Il s'agit de modèles mathématiques, oui. Qui font intervenir évidemment les propriétés des composants, des constituants qui... pourquoi ça prend une place de plus en plus importante dans le monde d'aujourd'hui ? C'est une bonne question. Alors, moi, je dis toujours... Alors, pourquoi on dit déjà modèle ? Parce que des modèles, il y en a, des top modèles, etc. En fait, le modèle, c'est simplement le fait de dire que ce que vous faites, c'est une représentation qui est fausse, mais en fonction de vos connaissances, la plus fidèle d'un système que vous avez. Nous, on sait qu'elle est fausse parce qu'on sait que la Terre est très hétérogène, très variable, fluctuante, et que tout ça, on ne reproduit pas. Toutes ces variations, on ne les reproduit pas. Mais on essaye de reproduire les grands traits. Pardon. Votre travail aussi, c'est de réduire cette fausseté entre guillemets, non Exactement. C'est exactement ça. Alors moi, j'ai un mot pour ça. Je l'appelle la simplexité. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'on part d'un système très complexe. Un système trop complexe ne devient absolument pas prédictible parce qu'il est trop complexe. Donc, il faut le réduire. Et il y a même des théories derrière ce genre d'affirmation. Il faut réduire sa complexité, donc le simplifier, mais tout en le laissant pertinent. Et c'est pour ça que je dis que je mets le mot simplexité derrière, parce que si vous avez réduit la complexité et qu'il devient simpliste, ça marche plus. Et ça, c'était une phrase que, c'est pas moi le premier à avoir traité ça, c'était Einstein qui a dit cette fameuse phrase, un modèle doit être le plus simple possible, mais pas trop simple. Et c'est cette limite entre le plus simple possible, mais pas trop simple, que j'appelle moi la simplexité. Alors, on a parlé beaucoup de la complexité, donc... on peut peut-être revenir quand même pour l'expliciter, alors, elle s'exprime de différentes manières, à travers différents éléments, c'est-à-dire d'abord le nombre d'éléments qui vont intervenir dans le problème qui est posé, et puis l'aspect relation, la complexité des relations entre ces différentes entités. Elle intervient aussi, évidemment, alors on le comprend plus facilement quand on parle d'échelle, par exemple. Philippe en a parlé plusieurs fois en disant on va du micro au macro. Cette notion d'échelle qui est liée plutôt à l'espace, elle se retrouve évidemment dans le temps aussi. Donc c'est cet ensemble-là qui rend les choses très difficiles. Alors on peut donner un exemple sur cette notion d'échelle que j'utilise assez souvent. C'est l'exemple de la démocratie. Donc, et ça s'applique aussi à des populations. Donc, vous avez un grand nombre de personnes, avec certains étant très pauvres, d'autres très riches. Un système, donc la notion, ça veut dire qu'il y a toute une gamme en fait de possibles à l'intérieur du système. Un système qui est dominé par les personnes les plus riches ou les plus puissantes, mettons puissant, un système qui est, l'inverse de la démocratie, quoi, qui est autoritaire, donc qui est dominé par une seule personne. C'est un système qui est différent d'un système qui est démocratique où l'ensemble des personnes ont leur poids là-dedans. Donc en fait, le système où il y a comme ça toute une gamme de puissances qu'on peut définir de plein de manières différentes peut diverger vers tout un tas d'équilibres qui sont différents. Et c'est ça qui fait la complexité du système. La capacité d'avoir ce genre. Et on a même des systèmes qui sont dominés par des échelles intermédiaires. Vous prenez les corps intermédiaires, par exemple. S'ils deviennent très puissants dans un milieu, c'est pas les plus puissants, c'est pas les moins puissants, les plus nombreux, mais c'est quand même un système qui est dominé par des parties intermédiaires. Donc c'est toujours, dans un système complexe, le bilan entre beaucoup de gens qui n'ont pas grand-chose versus peu de gens qui ont beaucoup. Et on passe dans des dynamiques totalement différentes en fonction de l'équilibre qu'il y a sur ces différents aspects. Donc ça, c'est un des aspects sur les systèmes complexes. Deuxième aspect, c'est que c'est des systèmes où comme il y a plein d'interactions,
tout d'un coup, on voit émerger de ces systèmes-là des formes très unifiées. Ça, c'est ce qui est connu là-dessus, c'est les vols d'oiseaux. Donc, chaque oiseau peut partir dans tous les sens. Et tout d'un coup, pourtant, on voit de temps en temps des vols, des mouvements qui sont parfaitement synchronisés, etc. Et qui... harmonieux, parfois. Oui, et qui créent des formes qui émergent, en fait, de toutes ces petites interactions que les oiseaux ont les uns avec les autres. Et le troisième aspect qui est assez important dans les sciences de la Terre, c'est l'aspect chaos, qui est le fait que des toutes petites différences de départ créent d'énormes différences à la fin. Donc il y a dans les aspects chaotiques la sismicité, le fait qu'il y ait des tremblements de terre, qui sont aussi des parties importantes. C'est un peu ce qu'on appelle l'effet papillon. Exactement. Ouais. Exactement. Donc l'effet papillon existe, et ce qu'on a découvert en étudiant le sous-sol, c'est qu'on avait un effet papillon qui n'était pas lié à la dynamique, mais qui était lié à notre manque de connaissances fines du problème, c'est-à-dire qu'en n'ayant pas vu des petites différences, on a une prédiction à la fin qui est complètement fausse. Donc c'est une espèce d'effet papillon qui est lié au manque de connaissances. Donc ça, on travaille beaucoup sur ces aspects-là. 95.9 FM, c'est Radio Laser. Nous sommes à l'écoute de voyages extraordinaires dans le monde des sciences avec notre invité d'aujourd'hui, Philippe Davy, qui nous parle de sciences de la Terre. Allez, utilisons le mot le plus vague. On continue ? Jean-Louis ? Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de l'eau ? Parce que l'eau est un élément, évidemment, qui est directement lié aussi à l'aspect fracturé, au milieu, fracturé, mais qui est aussi aujourd'hui une grande question sociale. Là, je lisais encore un article sur la situation en Argentine, qui est terrible actuellement, apparemment, avec la mort de bétail à très grande échelle. Alors cette eau, elle part dans le sol, elle traverse des fractures. Qu'est-ce qu'on peut en dire pour l'homme, pour la société? Déjà, pour replacer, c'est clair que la partie qui va nous intéresser dans la Terre, c'est la partie qui contient de l'eau. L'eau, c'est l'élément vraiment critique, hein. Et d'ailleurs, il y a des disciplines entières, il y a l'hydrologie, l'hydrogéologie, qui sont des disciplines scientifiques qui étudient vraiment que la façon dont l'eau s'écoule et interagit. Parce qu'elle interagit en creusant des canyons, mais elle interagit aussi en transportant des éléments chimiques. La question de la ressource en eau, c'est une question qu'on aborde. Alors, je fais partie du Haut Conseil breton pour le climat. Oui, donc, on peut peut-être en dire un mot d'ailleurs. Hein, oui, c'est une initiative récente. C'est une initiative de la région Bretagne qui a été faite sur le même modèle que ce qui a été fait au niveau international avec le GIEC, au niveau national avec le Haut Conseil pour le climat, et qui avait été faite aussi en Aquitaine, avec je ne sais plus quel est le nom du conseil. Et donc l'idée, c'est d'éclairer en fait la région Bretagne sur les conséquences du changement climatique, à la fois en termes d'adaptation, parce qu'il va y avoir des nouveaux risques qui vont être là, et puis d'atténuation pour éviter de mettre plus de gaz à effet de serre, donc avoir des politiques qui soient respectueuses de l'environnement dans les années à venir. Donc sur ce Haut Conseil, on a travaillé sur une problématique qui était la sécheresse de 2022. Donc, vous l'avez noté, c'était assez sec en 2022, et la question étant, est-ce que cette sécheresse... D'abord, quel est l'impact de cette sécheresse sur la ressource en eau ? Donc, la question que tu poses sur l'eau, sa capacité à être... Enfin, l'eau est vitale pour un certain nombre pour nous, déjà, pour l'homme, mais l'eau aussi est vitale pour l'économie, pour un certain nombre de points. Donc, il y a non seulement l'agriculture qui a besoin d'eau, mais les centrales nucléaires pour se refroidir ont besoin d'eau. Enfin, bref, l'eau, c'est vraiment un constituant extrêmement important de notre fonctionnement. Et l'eau, c'est en même temps un bien commun. C'est-à-dire que, en principe, personne ne devrait s'approprier l'eau. Oui. Et donc, la question du changement climatique et la question surtout de l'année 2022 a posé le problème de ces sécheresses qui risquent de s'accentuer. C'est-à-dire là, en quantité totale,
Ça va pas changer. On va même peut-être avoir un peu plus d'eau que on en a maintenant dans les années à venir. Mais les périodes de sécheresse vont s'accentuer. Et dans ces périodes de sécheresse, il y a plein d'eau qui n'est plus disponible. Et donc, finalement, il y a l'eau des lacs qui reste un peu, mais l'eau des lacs qui sont vidés parce que on en a besoin. Donc, les gens le vident. Et puis, des fois, l'hiver n'a pas été suffisant pour remplir, en fait, ces lacs. L'eau des rivières, il y a un débit minimum qu'on peut pas, à partir duquel on peut plus puiser dedans, puisque autrement on fait crever les poissons, on fait crever toute la biologie qui est dedans. C'est ce qu'on appelle le débit minimum biologique. Donc ça aussi, c'est une ressource qu'on peut plus tellement exploiter. Donc la grosse ressource qui va rester, c'est l'eau souterraine, qui est quand même le volume le plus important d'eau stockée sur Terre. Et l'eau souterraine, elle est utilisée dans le bassin de Paris parce qu'on connaît très bien les réservoirs, on appelle ça des aquifères, c'est-à-dire c'est une roche dans laquelle il y a des trous et à l'intérieur des trous il y a de l'eau et donc cette eau on la pompe. Un peu comme le pétrole, mais à des niveaux plus superficiels et surtout il y en a partout. En Bretagne, on a toujours considéré qu'il n'y avait pas d'eau souterraine ou très peu. Parce que c'était des granites qui n'ont pas d'eau, etc. Sauf qu'il y a des fractures. On revient aux fractures. Et donc, ces fameuses fractures, en fait, contiennent de l'eau. Et donc, si on creuse suffisamment profondément en Bretagne, à 300, 400, 500 mètres, on retrouve de l'eau. Donc, la question des sécheresses, je veux dire, qui va poser plein d'autres problématiques, parce qu'elle pose aussi la problématique de l'utilisation de l'eau. Je pense que là, il y a... De l'économie de l'eau, oui. De l'économie de l'eau, tout à fait. De l'économie et de la géopolitique de l'eau. Enfin, c'est vraiment des dimensions énormes. Elle pose aussi la question des nouvelles ressources, et pourquoi pas des ressources souterraines sur lesquelles on travaille, quoi. Donc là, ce sont des sujets qui sont directement... financé par la région ou c'est pas. Enfin, oui, il y a un certain nombre de programmes de recherche, à travers du soutien d'actions de recherche, quoi. Oui, il y a un soutien de la région qui donne pas mal de bourses de thèse là-dessus, et il y a plusieurs thèses là que j'ai vues. Alors c'est pas dans mon groupe, mais dans le groupe de collègues où ils travaillent vraiment sur la relation entre la ressource en eau et le changement climatique. Là, entre eau souterraine et eau stockée en surface, parce que c'est un autre débat actuel important, on peut trouver un équilibre, un juste équilibre à terme où le pari sera d'abord les eaux souterraines. Alors, il faut savoir que c'est pas du tout le même volume. Je veux dire, il y a je sais pas les chiffres exacts, mais il y a 100 à 1000 fois plus d'eau dans l'eau souterraine que stockée en surface. Là, tu me parles des grandes bassines qui sont créées. Alors, l'idée, c'est vrai que quand on regarde le cycle de l'eau, c'est là où c'est intéressant d'avoir une vision un peu scientifique du cycle de l'eau. C'est vrai qu'en hiver, en gros, il pleut, si je schématise, et l'eau déborde, et quand elle déborde, elle va dans les rivières, et donc et après, elle va à la mer, avec des temps qui sont des temps relativement courts. Après, quelquefois, on fait un peu de stockage, ne serait-ce que dans nos châteaux d'eau, pour récupérer, mais elle finit par repartir à la mer. Et donc l'idée de ces bassines, c'est que si ça déborde, pourquoi pas récupérer ce qui déborde et puis le stocker dans des bassines qu'on va réutiliser l'été. Ça évitera d'aller pomper dans les nappes souterraines pour en avoir plus. Alors, sur le principe, pourquoi pas ? Mais ça pose plusieurs questions. La première, d'abord, c'est l'appropriation de l'eau. Ça, c'est aussi l'eau, à mon avis, doit être un bien commun, sinon on part vers quelque chose. Mais en général, c'est pour mutualiser entre agriculteurs. Oui, c'est exemple, ça, mais ça n'empêche que il y a une appropriation. Et puis, il y a la question aussi de la ressource elle-même. C'est-à-dire que cette ressource, il faut que quelqu'un indépendant des utilisateurs pilote le remplissage de ces ressources et ne le fasse pas n'importe où, n'importe comment et n'importe quand. Donc ça pose plein de questions qui sont autant des questions de gouvernance que des questions scientifiques. Bon, je rentre pas dans le débat parce que c'est vraiment un débat beaucoup plus large que ça, quoi. Oui, et qu'on va pas éclairer suffisamment aujourd'hui. Tout à fait, ouais. Mais en fait, ce que ça montre, notre échange, c'est qu'on retombe à travers les sciences de la Terre sur
tout un tas de questions qui nous concernent directement. Oui. Et donc c'est ça qui est aussi quelque part. Donc de la fracture, la notion de fracture, on retrouve l'eau et on retrouve les débats de partage de l'eau, de préservation de ce bien commun. Juste une précision, vous n'avez pas utilisé le mot, mais cette eau souterraine, est-ce que c'est ça qu'on appelle les nappes phréatiques? Exactement. Ou est-ce que oui. C'est le bon terme, ce sont les nappes phréatiques. Alors, les nappes, on ne sait pas trop ce que c'est, il y a de l'eau souterraine à peu près partout, mais quand elle est connectée, quand elle est bien connectée, on dit que ça fait une nappe. Et si elle est mal connectée, on dit que ça fait des nappes indépendantes. Mais oui, on entend souvent dire en Bretagne, il n'y a pas de nappe phréatique. Oui, ce qui, à mon sens, est une erreur. Enfin, il y en a. On a l'expérience d'une commune Pleumeur à côté de Lorient, dans lequel on a mis un observatoire, donc que j'ai aussi créé il y a très longtemps. Et là, c'est des collègues, Olivier Bourg et Tanguy Leborgne qui s'en occupent, et Laurent Longuevergne. Et là-dessus, on fait un pompage, on fait 100 mètres cubeurs, c'est-à-dire 1 million de mètres cubes par an. Donc, sur 3-4 puits. Donc, il y a vraiment une ressource qui existe, quoi. Mais il faut la chercher. Elle est moins évidente que dans le bassin de Paris. Et c'est ça aussi qui rend la difficulté des choses. Alors, il y a des... Tu veux faire une annonce, peut-être Non, je te laisse continuer. Il y a des choses il nous reste aussi, environ 8 minutes. Je dis, quand on se promène dans les paysages, dans les collines, tout ça... Évidemment, ça n'évolue pas à une échelle perceptible pour l'homme la plupart du temps, mais sur des échelles beaucoup plus longues en temps, évidemment, ça peut changer de manière considérable. Alors, en Bretagne, par exemple, qu'est-ce qu'on peut anticiper, prédire du point de vue de l'évolution entre la terre et la mer, entre dans les rivières, évidemment. Est-ce que ça fait partie des choses qui peuvent se modéliser, tout ça? Alors, on le modélise. Alors, c'est une question qui est difficile, hein. On sait que l'augmentation du niveau de la mer va conduire à un moment donné à ce que la mer prenne le pas un petit peu sur la terre. Alors, ceci dit, en Bretagne, on est dans une zone très particulière, puisqu'on a des différences entre la marée haute et la marée basse qui peuvent atteindre 10 mètres. Donc, si on augmente de 30 cm, la conséquence n'est pas forcément perceptible, mais elle sera là. La modélisation, encore une fois, à chaque fois, tu poses la bonne question, parce que la difficulté de la modélisation de l'évolution des paysages, c'est le fait que le moteur, c'est la circulation de l'eau. Donc, l'eau circule à 1 mètre par seconde, va éroder la roche à une vitesse qui est de l'ordre du millimètre, du centimètre par an. Donc tu dois passer entre le mètre par seconde et le centimètre par an. Si vous faites le calcul, je crois qu'il y a 7 ordres de grandeur ou 8 ordres de grandeur entre ces deux. Et il faut trouver des modèles qui puissent faire ça. Donc on a développé, alors on travaille beaucoup sur cette modélisation. On a développé des modèles qui nous servent d'un côté à prédire les inondations, vraiment pour voir ça, et d'un autre côté, qui servent à regarder comment ces systèmes-là évoluent sur des temps beaucoup plus longs en Bretagne. Après, la Bretagne est particulière parce que quand on fait une érosion sur le granit, c'est très lent parce que le granit est extrêmement dur, extrêmement difficile à éroder. Si vous allez en Nouvelle-Zélande, dans les magnifiques rivières que vous pouvez voir dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, les vitesses sont beaucoup plus considérables. Et la Loire, pour ne prendre que ce fleuve-là, a des bancs de sable qui évoluent à des échelles annuelles. Voire même, après une crue, on peut avoir un changement de la configuration de la Loire. Donc, il y a tout un tas de vitesses qui sont très différentes. Et c'est ça la grande difficulté pour la personne qui veut en fait, modéliser et prédire l'évolution de ces systèmes. Voire même comprendre d'abord et prédire ensuite l'évolution de ces systèmes. Et là, est-ce qu'il y a un dialogue entre des gens qui s'occupent de la mer, je dirais Ifremer par exemple, hein, et puis ceux qui s'occupent des sciences de la Terre? Est-ce qu'il y a aussi des confrontations de modèles qui se situent aux frontières des deux?
Comment les choses se passent là pour Oui, il y a Est-ce que ce comité d'ailleurs breton associe d'autres composantes que les sciences de la Terre? Il associe toutes les composantes et Brest, l'Orient et la mer est aussi très présente dans ce haut comité, ce haut conseil breton pour le climat. Il y a beaucoup. On a un groupe de travail actuel sur l'évolution du littoral, du trait de côte, plus exactement, et dans lequel en fait les dynamiques elles viennent quand même de la mer. Donc c'est plutôt les océanographes en fait qui sont à la manœuvre pour créer les modèles, mais c'est de l'érosion de la terre. Et donc il y a des associations là. Il y a des gens pour qui c'est le sujet. Il n'y a pas vraiment une confrontation de disciplines. Il y a des gens pour qui cette thématique est leur sujet. Et du coup, ils vont prendre des outils chez les océanographes et les appliquer aussi sur la Terre. Il n'y a pas vraiment une confrontation là-dessus, quoi. Alors, on en avait parlé un petit peu. Il y a la modélisation, donc qui sont des outils mathématiques avec de la physique, de la chimie dedans, enfin en fonction de la nature du problème à traiter. Et on a évoqué, mais très brièvement, l'expérimentation. Moi, je me souviens de choses autour de la mer, justement, qui permettaient de simuler physiquement l'effet de vagues, par exemple, sur des bancs de sable ou sur des choses comme ça. Est-ce que dans le domaine des sciences de la Terre, on a aussi, parce que ça coûte cher en général, l'expérimentation ou la simulation par expérimentation physique coûte évidemment cher. Est-ce que vous avez ce genre de choses en sciences de la Terre ? Et coûte cher parce qu'elle mobilise en fait des énergies très très fortes, en plus du prix des matériaux. Oui, dans le début de ma carrière, moi j'avais travaillé sur la modélisation expérimentale de la tectonique. Donc, comment les plaques bougent et comment les montagnes se créent à travers ça. Jean-Pierre Brun, justement, c'est lui qui avait été à l'initiative de ça. Il a beaucoup travaillé sur plutôt l'extension, donc les rifts qui se forment, les dépressions qui se forment à l'intérieur de la Terre. Donc ça continue. En géomorphologie, il y a quelques laboratoires, y compris à Rennes, où il y a des manips qui sont faites avec des petites rivières qui érodent des lits de sable pour regarder quelle est la dynamique qui est associée à ça et mieux prédire en fait les lois constitutives. Et un autre exemple que je peux donner, c'est ce qu'ils font actuellement sur le noyau terrestre. Le noyau liquide terrestre crée le champ magnétique et la manière dont il le fait reste une inconnue totale. En fait, on sait que ça bouge, ça bouillonne à l'intérieur. Et le fait que la composition du noyau, c'est du fer, donc avec des charges électriques qui sont transportées, on sait théoriquement que ça peut créer le champ magnétique. Mais la manière dont ça le fait, ça reste une inconnue totale. Les modèles numériques n'y arrivent pas. Et il y a quelques équipes qui travaillent avec notamment du sodium liquide extrêmement dangereux parce qu'à la moindre contact à l'air, ça explose. Mais ils travaillent sur ces thématiques. Donc il y a de l'expérimentation. Et je crois que c'est une bonne chose. Ça remet les pieds sur terre aux gens qui font trop de calculs numériques. Eh bien, Jean-Louis, on va peut-être... oui, je crois qu'on aura fait un bon tour de notre terre aujourd'hui. On ne va pas épuiser le sujet, bien entendu. Il est trop vaste. Mais ça montre quand même qu'il y a beaucoup d'inconnus qui restent à analyser, à traiter, beaucoup de problèmes qui sont directement en prise avec notre réalité humaine, je dirais, que ce soit d'ailleurs pour nous ou pour la flore, et tout un tas d'autres questions. Donc, merci Philippe d'avoir éclairé ce champ de recherche. Pour les jeunes, est-ce qu'on peut leur dire que la passion et de la découverte reste encore... que le chemin qui a été tracé, finalement, est un tout petit chemin et que devant, il y a encore un futur beaucoup plus immense. Alors, pour les jeunes, on peut dire une chose. La recherche, c'est le plus beau métier. Il n'y en a pas d'autre aussi beau.
Donc ça, c'est vraiment très bien. Et les sciences de la Terre, c'est extraordinaire parce que c'est pas une discipline, c'est un objet qui a toute sa complexité, et chercher à savoir comment il fonctionne, comment le prédire, quelles sont les implications sur notre vie quotidienne, c'est tout un tas de questions qui sont très très intéressantes. Donc n'hésitez pas, venez découvrir. Voilà, merci beaucoup Philippe. Ce voyage extraordinaire, nous l'avons fait avec vous, sous votre guidage et avec les questions de Jean-Louis. Vous retrouverez l'émission, bien sûr, en podcast et aussi sur un article du site Unidivers. Oui, absolument. Donc, oui, non, c'était un voyage qui, pour moi, était très instructif aussi parce que je m'occupe plus du vivant, je dirais. Donc, mais on retombe sur des questions de recherche fondamentales qui sont très partagées et qui vont bien au-delà de ce qu'on a pu expliquer aujourd'hui. Et oui, je crois que autant dans le vivant, il reste de questions à résoudre, autant dans les sciences de la Terre aussi. Donc merci Philippe pour ce voyage, et puis merci à vous. On reviendra aux sciences de la Terre sur des questions, je pense avec d'autres collègues de géosciences, parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui nous intéressent et qui intéressent tout le monde. Donc merci beaucoup. Voilà, c'était Voyage extraordinaire dans le monde des sciences. Merci aussi à vous toutes et à vous tous qui nous avez écoutés, et on vous donne un rendez-vous pour un autre sujet le mois prochain. Au revoir.